n'a pas connu ces soirs de paresse culinaire ou de disette, quand le frigo a le blues, le congélateur crie famine et le tiroir à pâtes nous déprime, et où finalement, on est bien content de trouver une de ces vieilles boîtes de conserve oubliées au fond d'un placard. Très pratique, la conserve demeure pourtant la mal-aimée de nos cuisines. Avec son image de malbouffe qui lui colle à la boîte, on l'ouvre souvent avec réticence, voire mauvaise conscience. Et si pourtant, tout n'était pas si mauvais dans cette boîte à malice, et qu'il y avait même du bon. Qu'elles soient cylindriques, cubiques ou parallélépipédiques, nous achetons tous des conserves, quoi qu'on en dise. On a des a priori sur la transformation, alors que c'est simplement du haricot vert, de l'eau, et c'est juste le haricot vert étant cuit dans cette eau. Aujourd'hui, les Français consomment en moyenne 50 kg de conserve par personne et par an, le record en Europe. Best-seller comme les haricots verts ou sardines haut de gamme pour les gourmets, la conserve se mange à tous les prix et à toutes les sauces. Mais son image laisse encore à désirer. Pour une portion de 400 grammes, on est à 4 grammes. Ce sont des vraies bombes de sel. Trop de sel, trop de sucre et jusqu'en janvier 2015, trop de bisphénol A, cette substance chimique suspectée de bouleverser les systèmes hormonaux. On a effectivement une migration du bisphénol A dans l'aliment. C'est la voie principale d'exposition au bisphénol A aujourd'hui de la population. Pratique, la conserve est aussi écologique et désormais à la pointe de la technologie avec sa version carton. Là, il y a 500 unités. 3 palettes comme ça, c'est l'équivalent d'un camion de conserve. Entre tradition et modernité, apport en vitamines ou matériaux inquiétants, enquête au fond de la boîte. Tout commence de bon matin au cœur du Morbihan, dans un champ de haricots, la star du légume en boîte. Alain Lecoltet est responsable des cultures pour une fameuse coopérative agricole. Et pour lui, c'est la fin des haricots, ou plus exactement, la fin de la saison des haricots. Salut Ludo. Ça va? Oui. Ils sont beaux? Ouais. Il y a du haricot, oui. Avant de les arriver dans les boîtes, il y a eu beaucoup de travail de fait, de surveillance et d'intervention pour amener la culture à ce niveau-là, oui. Plus de 30 ans à arpenter les champs. Alors forcément pour Alain, les haricots verts n'ont plus aucun secret. Alors un beau haricot, c'est un haricot qui est bien dans le calibre, qui n'a pas de fil, qui n'a pas encore le grain de formé dedans. Donc là, je vois un haricot qui est d'excellente qualité, il n'y a pas de grain, il n'y a que de la chair. Donc ça, c'est un haricot qui va nous faire de très belles boîtes de conserve. Mais pour ça, pas question de le cueillir n'importe quand. Chaque jour, les haricots verts sont millimétrés pour déterminer précisément à quelle sauce ils vont être récoltés. Pour qu'ils soient extra fins, il faut qu'ils passent dans la grille de 6,5. S'ils ne passent plus, c'est ce qu'on va appeler un très fin. Ils ne passent pas. Le but de ce calibrage? Déterminer le jour de la cueillette, avant que le haricot ne grossisse trop. Une fois le jour décidé, en bonne star qui se respecte, le haricot ne peut pas attendre. Il doit être mis en boîte dans la journée. C'est un peu une histoire de chrono, on est sur des délais entre récolte et fabrication qui sont autour de 6 heures, maximum. Récoltés dans un périmètre de 30 km au plus pour ne pas perdre de temps, les haricots sont ensuite acheminés dans cette usine où ils vont se faire bichonner. Lavés, éboutés, triés et même passés au rayon X, les haricots verts sont littéralement mis à nu, puis blanchis dans un bain de vapeur. Objectif, stopper l'altération des vitamines et raviver leur couleur. Si conserve rime avec conservateur, ici pourtant on ne met rien d'autre dans la boîte que de l'eau et du sel. Une recette ultra simple pour un jus de cuisson riche en vitamines. Et dire que la plupart du temps il finit au fond de l'évier. Entre le lavage des haricots et leur mise en boîte, 30 minutes seulement. Une course contre la montre pour préserver l'essentiel des vitamines et des minéraux.
car qu'on se le dise, les haricots comme les autres légumes sont fragiles. Dès la cueillette, leur valeur nutritive se dégrade. Pour savoir quelles sont les vitamines qui parviennent jusque dans nos conserves, nous nous rendons dans un centre de recherche agroalimentaire. Stéphane Georges est chercheur spécialiste des produits transformés. Selon lui, à des prix plus ou moins équivalents, dans le match des vitamines entre haricots verts frais, en boîte ou surgelés, le gagnant n'est pas toujours celui qu'on croit. On a des a priori sur la transformation en pensant que la transformation y a fait quelque chose, alors que c'est simplement du haricot vert, de l'eau, et c'est juste le haricot vert étant cuit dans cette eau. D'un autre côté, le frais peut être venu de même assez loin, d'autres continents, avoir pris soit le bateau, soit le camion, soit l'avion. Ensuite, il est encore redistribué sur des marchés en région. Et ensuite, donc, le consommateur qui va lui-même l'acheter peut également le stocker quelques jours au frigo. Donc tout ce temps-là n'existe pas du tout dans le monde de la transformation, puisque c'est fait tout de suite. Et ça peut jouer énormément sur la qualité nutritionnelle finale. Et oui, une seule journée de stockage et les haricots perdent déjà 20% de leur vitamine C, les épinards 30% et les asperges jusqu'à 40%. Donc on a superposé les trois résultats des analyses en vitamine C des haricots verts et on voit que les valeurs sont à peu près équivalentes. Le frais aurait pu sortir vraiment du lot si on était sur un frais idéal, c'est-à-dire son jardin, récolter tout de suite, cuit tout de suite, consommer tout de suite. Mais sinon, après, quand on est dans la vie de tous les jours, là où on va avoir le moins de surprises, et c'est la boîte de conserve, on a un peu plus la garantie d'accéder à un produit de qualité nutritionnelle garantie et constante. Vous avez bien entendu, la conserve, c'est pas si mauvais. Voilà de quoi chambouler tous nos a priori. Des a priori, Florence, elle, n'en a plus depuis longtemps. Comme bien souvent, lorsqu'elle se rend au supermarché, cette femme active ne s'arrête ni au rayon frais, ni au rayon surgelé. Son rayon de prédilection, c'est la conserve. Et ben voilà, là c'est mon rayon. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et comment faire une recette épatante, très vite, rapidement, saine et naturelle. Et ben on y est, et en plus avec du bio. Donc là je vais prendre des petits pois et des haricots verts. Voilà. Les conserves, c'est aussi du bio, et de plus en plus. Pourtant, dire qu'on mange de la conserve, c'est presque tabou. Comme si c'était réservé aux mères indignes qui n'éplucheraient pas leurs légumes quotidiennement. Florence, elle, est une décomplexée de la boîte. Et lorsque cette photographe et auteure de livres de recettes se met au fourneau, on est bien loin de l'image vieillotte éterne de la conserve. Donc je vais ouvrir mon placard à inspiration. Donc là, c'est facile, puisque je sais déjà ce que je vais faire. En fait, je vais faire des petits flancs petits pois, haricots verts et tomates. Pour cette cuisinière avertie, les produits en boîte sont donc des ingrédients à part entière. Encore faut-il savoir les accommoder. Je pense que la conserve a mauvaise réputation parce qu'elle est souvent utilisée uniquement en accompagnement, ce qui est dommage. Parce que finalement, on peut sublimer tous ces légumes de manière différente, avec pas grand-chose, une ou deux épices. Par exemple, je prépare régulièrement des petits sachets que je mets au congélateur d'oignons et d'ail que je fais revenir dans l'huile d'olive. Donc quand j'ai besoin de cuisiner, ça va très très vite. À peine 15 minutes pour mélanger crème, œufs, parmesan et légumes en boîte revisités. Et c'est prêt à être enfourné. Pour Florence, la grande vertu de la conserve, c'est avant tout le gain de temps. S'il avait fallu que j'achète, que je stocke et que je cuisine tomates, petits pois et haricots verts, c'est 2 heures de travail avant d'enfourner. Donc il n'y a pas photo. S'il y a bien quelqu'un qui serait heureux de voir l'enthousiasme de Florence, c'est Nicolas Appert.
l'inventeur de la conserve alimentaire. Fin XVIIIe siècle, ce confiseur en région parisienne prépare et vend des aliments conservés dans le confit de graisse ou dans le sucre. Avec le salage, le fumage, le séchage ou la fermentation, ce sont alors les seules techniques de conservation existantes. Mais toutes ont le même gros défaut. Elles modifient profondément l'aliment conservé. Après de multiples tâtonnements, Nicolas Appert comprend que le secret réside dans deux principes clés. Un traitement thermique spécifique et un emballage parfaitement étanche. Sans le démontrer de manière scientifique, il découvre 60 ans avant Louis Pasteur qu'à haute température, la chaleur tue les microbes. C'est ainsi qu'en 1795, il réalise ses premières conserves de petits pois dans des bouteilles de champagne, le récipient de verre alors le plus solide. Le succès est immédiat. Les gourmets, les boutiques de luxe, mais aussi les armées s'emparent de cette technologie. Les soldats peuvent enfin consommer des fruits et légumes toute l'année et faire le plein de vitamines. Dès lors, le scorbut qui faisait des ravages dans leur rang n'est plus qu'un lointain souvenir. La région qui a le plus vite adopté la conserve, c'est la Bretagne. Pendant longtemps, la sardine en boîte a fait la fortune des pêcheurs du cru. Entre Belle-Île et Quiberon, aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée, comme Didier Jacob, à approvisionner quotidiennement les conserveries locales en sardines ultra fraîches. Dans les années 60 à Quiberon, il y a eu jusqu'à 100 bateaux à pêcher la sardine, des bateaux d'ailleurs qui venaient pêcher la sardine. Et maintenant, ça a changé, quoi. Je suis le dernier des Mohicans. Au milieu du XXe siècle, les sardines désertent les côtes atlantiques. Les conserveries mettent alors en boîte des sardines congelées venues de Méditerranée. La sardine en conserve devient un produit bas de gamme. Aujourd'hui, Didier et les derniers acteurs de la sardine bretonne savent qu'il faut préserver la ressource et misent sur le retour des techniques traditionnelles. Là, je surveille les fous de bassin. Les fous de bassin, ils piquent sur les bancs de sardines. Quand les poissons sont regroupés, ils piquent dessus. Alors on veille sur ça. Hein. On veille avec des sonars, mais aussi des jumelles. Il n'y a pas que l'électronique à l'ancienne. Hein. Nous, on pêche à la bolinge, on traque le poisson. On recherche les bancs de poissons. Et suivant les densités des bancs, on jette le filet à l'eau pour les encercler. Mais le temps qu'on ferme le fond du filet, ils ont le temps de s'échapper. Alors il faut faire très vite la manœuvre. Cette technique traditionnelle de la bolinge a été récemment labellisée pêche durable. Contrairement au chalut, elle permet d'encercler rapidement les poissons et de les rassembler à l'aide d'une grande poche sans les écraser. Pour garder leur fraîcheur, les sardines sont stockées dans des cuves d'eau de mer maintenues à 0 degré. Ce soir, c'est à l'aide de cette grosse épuisette que 4 tonnes de poissons sont remontées à bord. Juste de quoi répondre à la commande du jour. Préservation des ressources oblige, les sardines en trop sont remises vivantes à l'eau. Alors on avait trop, donc on a largué le reste. Et ça repart, tu vois. Le lendemain matin, à peine quelques coups d'aile de fou de bassin, nous retrouvons nos sardines pêchées la veille. Dans cette conserverie, une des dernières de Bretagne, on travaille la sardine fraîche comme il y a 100 ans. À l'époque, la sardine en boîte est un produit de luxe que l'on retrouve sur les plus grandes tables princières. Elle fait travailler des milliers de Bretons et la région compte alors jusqu'à 250 conserveries. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 12. Ici, pas question de mettre en boîte des sardines congelées. Un choix qualitatif qui impose de fortes contraintes en termes d'organisation. Donc là, c'est de la sardine bien fraîche. Donc on voit bien qu'elle est belle.
Donc la contrainte qu'on a avec la sardine fraîche, c'est qu'on est très tributaire, nous, de la météo. Et donc, quand le vent a décidé d'arriver, forcément, les bateaux ne vont pas sortir pour nous. Du coup, s'il n'y a pas de poissons qui rentrent dans l'usine, il n'y a pas de travail pour les salariés. Puisqu'on se refuse complètement de faire de la congelée, puisque le résultat final n'est pas le même. On fait tout pour avoir du poisson, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. 2 à 3 fois par an, lorsque la mer est trop mauvaise, les salariés sont donc au chômage technique. Mais lorsque le poisson est là, on le traite avec les honneurs. Donc lui, c'est là, et on coupe comme ça. Il y a donc les fameuses viscères, mais il y a ce fameux boyau anal. Et s'il reste au fond de la sardine, donc c'est celui qui est là, il va apporter un mauvais goût après dans la boîte. On va vraiment se fixer comme objectif d'enlever tout ce qui est enlevé, que la sardine soit de qualité. Une machine ne pourra pas enlever la viscère correctement, donc c'est du temps, mais qu'on se donne pour bien faire. Ce geste traditionnel est quasiment le même depuis la création de la maison en 1932, tout comme le mode de cuisson. Ça n'a pas beaucoup changé sur notre procédé, en dehors du mécanisme, c'est tout. Sinon, c'est de l'huile de friture avec des temps bien précis. Un poisson, ça a besoin d'un apport de sel. Et un poisson qui n'a pas de sel, c'est hyper fade et ça a un résultat mais très mauvais. Au contraire, nous, on a une tendance à mettre un petit peu plus salé que la normale. Et on voit le résultat aussi, on récupère un bon produit. Et c'est ça qui fait aussi notre différence. Des taux de sel élevés, mais la sardine en boîte reste très bonne pour la santé. Pauvre en métaux lourds, elle est en revanche riche en oméga 3, en phosphore et en vitamine B. Là, tu mets 2 grosses, une autre grosse, et là, tu mets une toute petite. Voilà, exactement. Et tu sens plus les bords de la boîte, c'est que ta boîte est bien. Attends. Pour savoir si vous ouvrez une boîte de sardines travaillées fraîches ou congelées, il vous suffit de regarder comment elles sont emboîtées. Si comme ici, elles ont leur ventre blanc en l'air, c'est qu'elles sont fraîches. Si au contraire, elles ont été congelées, la peau du ventre s'est oxydée et abîmée. C'est donc leur dos bleu que vous verrez. Les sardines congelées étant moins digestes, le détail a son importance. Dernière étape avant la stérilisation, nos sardines prennent un ultime bain, un bain d'huile. Au gré des recettes, ce sera de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de tournesol ou encore d'arachide. Et donc la partie finale du process, donc ce qu'on appelle la stérilisation. Donc sans ce process-là, sans cette phase-là, nos produits seraient pas propres à la consommation, tout simplement. Là, on est parti pendant 2 bonnes heures de stérilisation. À peine 2 jours après avoir été pêchées, ces sardines passées entre tant de doigts habiles et minutieux semblent s'être transformées en lingots d'or. La sardine en boîte renoue avec ses lettres de noblesse. Dans les beaux quartiers de la capitale, à la grande épicerie du Bon Marché, la sardine en boîte est traitée avec les mêmes égards que le meilleur des poissons frais. Laurent Trégaro, responsable du rayon épicerie, et Jean-Jacques Massé, meilleur ouvrier de France, s'apprête à faire entrer de nouvelles références de sardines dans ce temple du bon goût. Encore faut-il passer le test de la dégustation. Là, on a une sardine avec de l'huile de homard. Donc là, il faut vraiment tester. Dès la première bouchée, le chef est inspiré. Moi, ce que j'adore faire, avec un verre de vin blanc, c'est toaster mon pain d'un côté, le gratter cheddar avec de l'ail, un carpaccio de tomate très très fin. Je prends un petit peu d'huile de la boîte que je mets dessus et je mets mes sardines comme ceci. Là, il n'y a rien à dire. Et pour les fins gastronomes, sachez qu'une bonne sardine ne s'emboîte jamais sans son arête. C'est elle qui donne tout son goût au poisson. Si elle a bien été confite, on la sent plus, l'arête. C'est important, sans arête et avec arête, ça n'a rien à voir, le goût. Ça, c'est des produits, voilà. Ça, c'est un produit exceptionnel. Je crois qu'elle est un petit peu jeune. Je pense qu'elle demande à vieillir un petit peu. Et oui, comme pour les bons vins, l'autre critère de qualité, c'est l'âge de la sardine. Une boîte de sardines, c'est un minimum 1 an de boîte. Faut pas manger avant, sinon c'est pas bon. Moi, j'ai des sardines de 2000 et c'est devenu, quand je les ouvre, 12, 13, 14 ans après, c'est vraiment... là, on voit tout de suite, c'est le millésimé, c'est côté... c'est bon, quoi. Ouais.
La conserve en général vieillit très bien. Une fois stérilisée, elle ne se périme jamais, à tel point qu'elle ne porte pas de date limite de consommation, mais une date limite d'utilisation optimale. Au-delà, les propriétés gustatives peuvent se dégrader, mais le produit reste consommable. La conserve qui vieillit le mieux, c'est la sardine. Une sardine dont l'image de plat du pauvre a bien changé. Enfant au pensionnat, c'était des grosses sardines à l'huile, on nous obligeait, ça sentait le poisson, c'était plein d'huile, c'était gras, on n'était pas... donc forcément, on a des a priori sur la sardine. Et que maintenant, quand on voit comment les produits sont traités, maintenant c'est plutôt un produit de luxe qu'on peut offrir au même titre qu'on peut offrir une boîte de chocolat. Dites-le avec des sardines, nous suggère le chef. Et si vous êtes très amoureux, pensez à la sardine à l'huile de homard. Un goût délicat, novateur et avec une très belle qualité de sardine. Donc on va faire sûrement le référencement de ce produit. Si la sardine en boîte prend parfois les allures d'un produit de luxe, la comparaison devient bien moins évidente lorsqu'on pense aux plats préparés en conserve, et plus particulièrement aux best-sellers que sont les raviolis. D'ailleurs, trouver une recette qui serait moins pire que les autres relève quasiment du jeu de hasard. Angélique Houlbert est nutritionniste à la Caisse primaire d'assurance maladie du Mans. Une fois par mois, elle anime un atelier pour apprendre à déchiffrer les étiquettes de notre quotidien alimentaire. Objectif, manger plus sainement. Pour choisir un produit, qu'est-ce que vous regardez en premier? Déjà la teneur en sel, le premier truc. Teneur en sel? Ouais. Moi, je vais regarder plutôt le pourcentage du produit qui m'intéresse. Par exemple, si c'est des raviolis, je vais regarder le pourcentage de viande. Premièrement, la liste des ingrédients. C'est par ordre décroissant. On va essayer de traquer la présence de sucre, de sel et la qualité des huiles. Après la théorie, la pratique. Pour nous, Angélique organise chez elle une dégustation de raviolis à l'aveugle. Les testeurs, les plus exigeants d'entre eux, les enfants. Pour déterminer le ravioli le plus équilibré, j'ai d'abord regardé la liste des ingrédients. J'ai ensuite regardé la teneur en sucre et en sel. Donc certains des raviolis ont vraiment une teneur en sel très importante. Ce sont des vraies bombes de sel. Pour une portion de 400 grammes, on est à 4 grammes, donc les 4/5 de ce qu'on doit consommer normalement. Donc on dépasse bien les 5 grammes normalement recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Idem pour le sucre. Donc dans certaines boîtes de raviolis, on trouve quasiment l'équivalent, donc par portion, de 2 à 3 morceaux de sucre par portion. Trop de sel et l'hypertension vous guettent. Trop de sucre, et là c'est le diabète et l'obésité qui vous attendent. Donc j'ai acheté 8 boîtes de raviolis. Vous allez en goûter 4-5. On va voir si au niveau du goût, vous trouvez la même boîte de raviolis que moi, j'ai trouvé bien au niveau nutritionnel. Allez, vous êtes prêts? Oh, ça c'est mon ravioli préféré, c'est sûr. Dégoûtant. C'est un petit peu bon. Il y a trop d'épaisseur. Alors, contre toute attente, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais voilà, j'ai trouvé une boîte de raviolis, moi, qui me convenait parfaitement au niveau nutritionnel. Il n'y a pas d'arômes synthétiques, mais que des arômes naturels d'origan, des arômes naturels de céleri, etc., avec une teneur en sel tout à fait correcte, une bonne teneur en viande, puisqu'on était à 15%. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle était c'est relativement peu cher par rapport aux grandes marques. Donc, Pauline, est-ce que tu peux me dire quel est le ravioli vraiment que tu as préféré? C'est là. Le numéro 2. Aloïs. Le numéro 2. Le numéro 4. Le numéro 2. Le numéro 4. D'accord. Alors moi, la boîte que j'avais sélectionnée, c'est celle-ci. La 4e assiette. Donc ça me fait plaisir quand même que les plus grands aiment ça, mais visiblement, les plus petits ont été attirés par une recette qui, justement, était celle qui était la plus salée. On sait très bien que le sel est un exhausteur de goût, donc les enfants aiment ça.
Et surtout, on y revient et on finit la boîte. Les raviolis qu'ils ont dégustés étaient certes vraiment des bombes de sel pour certains, mais c'est ni pire ni mieux que des plats préparés surgelés ou des plats préparés au rayon frais. Je dirais que la teneur en sel est la même. Donc, ça doit rester des aliments occasionnels pour vraiment faire plaisir à votre enfant une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Le sel et le sucre ne seraient pourtant pas les seuls poisons potentiels présents dans nos conserves. Jusqu'au 1er janvier 2015, on y trouvait aussi une molécule au nom barbare de bisphénol A, ou BPA. Elle permet à nos conserves de bien vieillir. Problème, le BPA appartient à la famille des perturbateurs endocriniens. Ces molécules chimiques miment les hormones femelles et sont suspectées d'être particulièrement toxiques pour les fœtus, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Dans les années 2000, le scandale des biberons toxiques révèle l'affaire au grand public. Plusieurs pays décident alors d'interdire le BPA dans les biberons. En décembre 2012, la France va même encore plus loin et devient pionnière dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Elle est alors la seule au monde à voter une loi pour éliminer définitivement le BPA de notre alimentation et donc de nos conserves. La responsabilité qui nous incombe est immense et notre devoir, celui du gouvernement, est d'appliquer le principe de précaution. L'ensemble de la proposition de loi qui est d'avis de la... Fait exceptionnel, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité la suspension du BPA dans tous les contenants alimentaires. Les industriels ont alors jusqu'à début 2015 pour se mettre en conformité. Mais très vite, la pertinence de cette loi est remise en cause. Pour comprendre pourquoi, nous nous sommes rendus à Toulouse, dans un centre de recherche de l'INRA. C'est ici que le professeur Jean-Pierre Cravedi, grand spécialiste du BPA, analyse la toxicité de nos assiettes. Vous avez prévu de tester quelle concentration aujourd'hui ? Le bisphénol A, c'est une substance chimique. Cette substance chimique, elle a été utilisée principalement dans la synthèse de matériaux plastiques et dans la synthèse de résine. C'est cette pellicule blanche qui est à l'intérieur de la boîte de conserve. Alors, le passage du bisphénol A dans l'aliment, il se fait au moment où on va devoir chauffer la boîte de conserve pour stériliser. On a effectivement une migration du bisphénol A dans l'aliment. C'est la voie principale d'exposition au bisphénol A aujourd'hui de la population. Pourtant, au sein du monde scientifique, il y a débat, car le lien entre la dose moyenne quotidiennement absorbée par la population et la toxicité du BPA ne serait pas clairement prouvé. Dès qu'il y a une incertitude scientifique, effectivement, c'est la porte ouverte à des prises de position pas toujours fondées. Dans le cas du bisphénol A, les pouvoirs publics ont décidé de prendre des mesures avant même d'avoir les résultats d'évaluation du risque. Et à mon sens, la notion de principe de précaution ne s'appliquait pas réellement au bisphénol A. Une loi qui ne fait pas l'unanimité scientifique et qui fait beaucoup parler d'elle dans les allées du salon de l'industrie agroalimentaire. Pour M. Truel, représentant du syndicat des conserveurs, c'est toute une industrie qui a été sacrifiée sur l'autel du sacro-saint principe de précaution. On a un peu l'impression d'être le laboratoire du principe de précaution, c'est-à-dire qu'on a fait des efforts énormes qui se chiffrent en millions, en dizaines de millions d'euros pour la profession, alors que scientifiquement, rien n'est prouvé. Rien ne serait prouvé, mais les industriels n'ont pas le choix. Bonjour Jean-François, vous allez bien? Ça va bien, oui. Vous respecterez la loi au 1er janvier. Tout à fait, même si ça nous pose quand même certains problèmes. Oui, vous avez un surcoût lié à l'achat. Il y a un surcoût qui est significatif. On a évalué ce surcoût qui est entre 3 et 5 %. Donc, soit on augmente les prix, à ce moment-là, on a des risques de perte de clients et de consommateurs. Concrètement, quelques centimes d'euros qui seront rognés sur la marge des industriels ou répercutés sur le prix de la boîte vendue aux consommateurs. Un
un surcoût lié aux sommes colossales qu'il a fallu investir en recherche et développement pour supprimer le BPA des vernis et trouver des substituts efficaces. Dans ce centre de recherche qui ressemble étrangement à une boîte de conserve, M. Jiménez et son équipe travaillent à l'avènement de la boîte nouvelle génération. C'est dans ce labo qui s'apparente à une salle de torture que l'on cherche des vernis sans BPA. Mais au fait, ces vernis, ils servent à quoi exactement? Alors les vernis, ce sont des éléments importants dans la boîte métallique parce que ce sont eux qui isolent le contenu du métal et évitent ainsi les phénomènes de corrosion. Les vernis contenant du BPA étaient des vernis qui permettaient à la fois une grande flexibilité et une grande résistance chimique. Concrètement, les vernis à base de BPA s'adaptaient à tout type de produit et à toute forme de boîte. À présent, pour protéger la conserve de la rouille, il faut un vernis pour chaque aliment. On a connu plus simple. L'ennemi de la conserve, c'est donc la corrosion. Mais la corrosion, ça prend du temps et les industriels n'ont disposé que de 2 années entre le vote de la loi et son application. Monsieur Jiménez et son équipe ont donc dû déployer des trésors d'imagination pour accélérer le temps. On stocke les boîtes à 37 degrés, ce qui nous permet de multiplier par 4 les phénomènes de vieillissement. Dans ces cartons, le laboratoire stocke des centaines de boîtes pour observer sur la durée la résistance à la corrosion des nouveaux vernis. Concrètement, voilà 2 vernis ne contenant pas de bisphénol A. Et si l'on ne prend pas garde, eh bien, le risque que l'on peut avoir, c'est d'avoir ce genre de phénomène de corrosion qui se produit. Grâce aux tests que nous avons pratiqués, nous aurons quand même une situation beaucoup plus saine. Alors, nous avons testé plus de 500 candidats et nous en avons retenu à peu près une trentaine. 2 années de recherche acharnée pour se mettre en conformité avec cette loi franco-française. Mais à quel prix? Actuellement, la loi a été promulguée en France, mais pas dans les autres pays. Ce qui fait que d'autres pays peuvent utiliser les vernis dits traditionnels. Or, il faut savoir qu'il y a un surcoût significatif de l'ordre de plusieurs pourcents sur les vernis de nouvelle génération. Et quelques pourcents, dans un monde très compétitif, c'est très important. Pour les industriels français, les seuls au monde à devoir transformer toute leur activité, le bilan est amer et l'avenir incertain. Comme chez ce fabricant de boîtes de conserve et de couvercles de bocaux, eux aussi recouverts de BPA. Alors on en est où de ces vernis BPA? Oh mon pauvre ami, ah oui. C'est un vrai foutoir. Parce que, bon, quand on veut appliquer des vernis BPA, il faut tout nettoyer, ça coûte plus cher, et puis obligatoirement, tous les coûts vont être augmentés. On ne sait même pas pourquoi. Les vernis BPA-NI, autrement dit sans BPA, sont devenus la norme pour les fabricants français. Une obligation qui les pénalise durement à l'export. Je vous donne un exemple. Je vends des capsules avec BPA-NI à un producteur de cornichons en Turquie, par exemple. Je vais lui dire, monsieur, je suis obligé d'utiliser du BPA-NI parce que les Français ne veulent même plus que je produise des capsules avec BPA, même pour l'export. Je ne vais plus vendre cette capsule, donc obligatoirement, je vais être obligé de licencier du personnel, puisque la plus grosse partie de nos fabrications part à l'export. Des emplois menacés donc, et de la marchandise à jeter, par tonnes. Est-ce que vous avez une solution? Non. Donc elles vont être mises au pilon, elles vont être carrément, perdues. On va les foutre à la ferraille. Ces milliers de boîtes stockées trouveraient facilement preneur à l'étranger. Mais loi française oblige, cet industriel va devoir les détruire. Une perte sèche pour lui d'1 million d'euros. Des industriels qui paient le prix fort, mais au moins des consommateurs censés être protégés.
Le problème, c'est que les scientifiques n'ont pas encore assez de recul pour garantir l'innocuité des nouveaux vernis. Le début d'une nouvelle polémique? Pas encore, mais une réelle interrogation. Le sujet autour des substituts au BPA est suffisamment sérieux pour qu'en novembre 2015, il soit l'objet d'un débat au ministère de l'écologie. Il ne s'agit pas de proposer d'autres molécules qui, in fine, poseront autant de problèmes. De nombreux tests ont été effectués sur les nouveaux vernis, mais pas sur leurs effets de perturbateurs endocriniens. Le BPA a pourtant été interdit précisément pour ses effets de perturbateurs endocriniens. Même le directeur de l'Agence sanitaire française reconnaît cette aberration. Il est clair que dans tous les cas, on ne peut pas substituer n'importe comment. Il faut substituer avec des substances pour lesquelles on a des garanties en termes d'innocuité. Il est clair aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble des tests qui permettent de caractériser finement les effets de type perturbation endocrinienne et de répondre définitivement à la question. Dit autrement, rien n'a été mis en place pour s'assurer que les nouveaux vernis ne présentent pas les mêmes dangers que le BPA. Mais alors, comment expliquer que cette loi, pourtant courageuse, passe à ce point à côté de ses objectifs? Y a-t-il eu précipitation, mise en place bâclée, manque de méthode? À la date de cette réunion, l'Europe ne s'était pas encore prononcée sur la dangerosité du BPA. Les experts de Bruxelles allaient-ils se rallier à la position française? À l'époque, la ministre de l'écologie n'en doutait pas. Aujourd'hui, avec la connaissance justement des perturbateurs endocriniens sur la santé publique, plus personne ne peut faire comme s'il ne savait pas. Et donc, moi, je suis convaincue que ça va aller dans le bon sens et que la France va être très à l'offensive au plan européen pour que des décisions soient prises. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet juste des industriels, madame, qui sont inquiets par rapport à l'isolement français? Ségolène Royal aurait sans doute dû se montrer plus prudente. 2 mois après ce bref entretien, le rapport de l'Agence sanitaire européenne tombe enfin. Conclusion des experts européens, le BPA ne présente pas de risque pour la population. Un désaveu pour la France. Alors, victoire des lobbies pro-BPA, très puissants à Bruxelles, ou véritable blanchiment du BPA? Difficile à dire. En attendant, si la France continue d'interdire le BPA, elle risque de payer de lourdes pénalités pour obstacle au libre-échange. Dans nos campagnes, on est loin de ces considérations, surtout chez ceux qui perpétuent la tradition des bocaux en verre. Ancêtre de la conserve en métal, et encore aujourd'hui le meilleur moyen de manger sain et pas cher toute l'année. Mais vous savez qu'avec 3 rangs de haricots, j'ai fait 18 bocaux et ma fille en a fait une vingtaine rien qu'avec 3 rangs de haricots. C'est rentable, hein? Sans traitement, sans rien, comme ça. C'est surtout ça, moi. Enfin, à l'origine, faire les conserves, c'est surtout qu'on profite de nos produits qui n'ont pas eu de traitement. Des légumes sains et des recettes personnalisées, c'est l'intérêt de la conserve faite maison. Après, on met l'assaisonnement qu'on veut. Hein. On met une pincée de sel, on va mettre du laurier, du thym, tous les aromates qu'on aime et qu'on a envie de mettre. Pour que le produit reste sain et que la stérilisation fonctionne, il y a des règles à respecter. Il y a un niveau de remplissage, il ne faut pas le dépasser. C'est là. Il y a un trait. Parce qu'une fois qu'on aura fermé le bocal avec le joint et tout, il faut qu'il n'y ait rien qui touche le joint pour que la stérilisation se fasse parfaitement. Tu veux faire, Paul? Le secret de la réussite? L'étanchéité parfaite du bocal et un temps de cuisson adéquat selon le produit. Haricots verts, c'est 120 minutes sur cuire. À la campagne, tout le monde a un potager, et tout le monde a quelques pommiers, quelques pêchers, puis c'est des fruits qui ne se conservent pas. Bon, ça demande aussi un petit peu de temps. Après, tout l'hiver, on est très content d'avoir toutes nos conserves, de retrouver des fruits et des légumes qui sont plus de saison.
Donc voilà, là c'est ma petite réserve secrète, ma petite caverne d'Ali Baba où j'ai toutes mes réserves, enfin toutes mes conserves pour l'hiver. Haricots verts, courgettes, ratatouille, poires, prunes, cerises blanches, pâté, fraises, abricots, cassis, framboises. Alors par contre là je vois un bocal d'haricots verts qui n'a pas bonne mine, il n'a pas bien vieilli, c'est-à-dire que la stérilisation ne s'est pas faite. Je le vois parce qu'il y a une différence de couleur, il y a un petit dépôt blanc. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Des signes auxquels il faut prêter attention, car les conserves maison non confectionnées dans les règles de l'art favorisent la croissance du germe du botulisme, une maladie parfois fatale qui s'attaque au système nerveux. Mais pas de panique. En France, moins de 25 personnes ont contracté la maladie l'année dernière et on ne compte aucun cas mortel depuis 10 ans. Moi, je n'ai jamais entendu de cas d'intoxication, mais regardez, moi je fais mes conserves, ma mère fait ses conserves, et j'ai vu ma grand-mère faire ses conserves. Donc s'il y avait eu un souci, je pense qu'on le saurait quand même. Ah, les bonnes vieilles recettes de famille. Aujourd'hui, les bocaux en verre de nos grands-mères sortent même de leur campagne et constituent la nouvelle tendance des grandes cuisines citadines. Dans la veine des bocaux concoctés par des grands chefs étoilés, Philippe Dubois vient tout juste de créer sa petite entreprise de livraison de bocaux repas. Ça, c'est la commande pour Élise pour Palaiso, vendredi soir en livraison vers 18h. Ouais. Risotto de champignons, sauté de porc au porto, avec sa polenta crémeuse ou encore compoté de poire à la vanille, avec crumble de pistache et pignons. De quoi dépoussiérer l'image de la conserve en verre. Alors 12 poireaux et 12 risotto gambas? Oui. Tu m'en mets combien? Je te mets 12... 12 poireaux aussi? Non, des poireaux, je peux t'en mettre 12, ouais. Ici, chaque jour, 100 à 200 bocaux sont cuisinés maison, puis mis sous vide pour être stérilisés. Ils sont ensuite livrés directement dans des bureaux ou vendus par Philippe lui-même, au volant de sa vieille camionnette. Mais au-delà du goût, le choix de la conserve en verre, c'est aussi un engagement pour Philippe, celui d'une cuisine durable. Je me suis dit comment faire pour faire une restauration de qualité, surtout dans un esprit de pas de déchets. Il n'y a pas de carton vide, il n'y a pas de plastique, il n'y a rien de tout ça. Quand on a pensé à ce projet-là, le développement durable, on s'est dit il n'y a que le verre pour faire ça. Et en verre, pour manger dans des choses comme ça, en même temps confortables, c'était les bocaux. Comme un signe du destin, c'est rue Nicolas Appert que chaque semaine, Philippe installe son estafette entre champs et bureaux. Des recettes originales, un concept de cuisine durable et des formules entrée, plat, dessert pour moins de 15 €, les clients sont séduits. Alors, c'est bien ça, que je me trompe pas? Oui, mais il y a le risotto aussi. J'en ai mis un là. Ouais, il y en a deux. Qu'est-ce qui vous plaît là, avec les bocaux? C'est juste super bon en fait, avec des bons produits, c'est original. Ça rappelle aussi les vieilles tantes qui faisaient des fruits au sirop dans les bocaux de parfait. Voilà, c'est juste ça. Vraiment, ouais, là, il y a 22,50 €. Et pour aller au bout de sa démarche zéro déchet, Philippe a même remis au goût du jour le vieux principe de la consigne à 2 €. Vous avez rendu les bocaux? Ouais, ils sont là. D'accord. Parce que voilà, on est dans une logique durable, on jette moins, on se voit davantage, donc tout est bien. Oui. À bientôt. Merci. Au revoir. Le bocal en verre? Bon élève écolo? Oui, mais peut mieux faire. La version la plus verte de la conserve aujourd'hui, c'est la conserve en carton. Avec son ouverture ultra facile, l'absence de risque de se couper ou de se tacher, la possibilité de conserver et de refermer sa boîte, c'est la conserve nouvelle génération, le must de la conserve. Pourtant, elle est encore très peu présente dans les rayons français. Chez nos voisins, on a une longueur d'avance. En Italie, par exemple, sur les étals, les conserves métalliques partagent désormais la vedette avec ces petites boîtes en carton.
Ces conserves en carton, c'est ici qu'on les fabrique. Et ce matin, Thierry Gian, en charge de la commercialisation du produit, est venu faire le point avec son principal client italien sur cette ligne de production dernier cri. C'est notre crush tomate Bien sûr, pour oui. pour les États-Unis. Super. Aujourd'hui, c'est de la tomate, mais cela pourrait aussi bien être des lentilles, des petits pois, de l'ananas ou n'importe quel autre aliment mis en boîte et stérilisé dans ces cocottes minutes géantes selon les principes de Nicolas Appert. Ça a été 10 ans de recherche et développement pour avoir un emballage carton qui résiste à un environnement à 100% d'humidité et à des températures jusqu'à 120-130 degrés. Cet emballage carton subit les mêmes contraintes qu'un équivalent conserve ou bocal verre pour un poids et une empreinte environnementale minimum. Des briques 2 fois plus légères que les conserves en métal et qui prennent beaucoup moins de place. Le rêve de tout transporteur. Ça, c'est ce qu'on livre à nos clients, ici. Ça arrive dans ces cartons-là. Là, il y a 500 unités. Si on regarde les palettes qu'on a derrière vous, 3 palettes comme ça, c'est l'équivalent d'un camion de conserve. Concrètement, un seul camion d'emballage carton transporte l'équivalent de 9 camions de boîtes en métal vide. Un avantage évident qui séduit de plus en plus de clients. Donc vos attentes, c'est 25% de croissance globalement sur les 3 années qui viennent. Oui. Okay. Pourtant, en France, le marché ne décolle pas. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre, si on prend 2 extrêmes, le marché suédois, où la part de marché du carton, c'est 57% sur le marché des légumes secs, et en France, où on a peut-être 0,2%, ça reste confidentiel. Par habitude ou par attachement à notre vieille boîte en métal, les producteurs et distributeurs français boudent encore cette innovation. Un mal pour un bien? Difficile à dire. Mais une certitude, avec près de 3 boîtes sur 4 recyclées, la boîte métallique reste encore numéro 1 sur le podium de l'écologie devant le verre et le carton. Et pour contribuer à ce palmarès, certains sortent du circuit classique de recyclage. Ça, c'est une boîte de petits pois, je crois. Ça soit des raviolis, un truc comme ça. Mais voilà, sympa. On peut faire tout avec une boîte de conserve. Hein. Le tout, il faut que ça soit rigolo. Puis c'est ça qu'il faut, c'est s'amuser. Hein. Faut prendre ça comme une détente. Hein. Doumé est un artiste lillois. Le relooking de boîtes de conserve, c'est son dada. Un hobby aux effets secondaires parfois surprenants. Dès que je vois une boîte, il me la faut. Ça devient un peu obsessionnel, ce truc. Hein. Donc il faut faire un peu attention, il faut freiner un peu, hein, parce que sinon, je vais envahi de boîtes ici. Hein. Là, par exemple, c'est une boîte de maquereaux au vin blanc. Hein. Moi, je n'aime pas ça à l'intérieur. Hein. Donc ici, ben, mon enfant, mon fils, il a mangé les maquereaux au vin blanc. Ça va, il aime bien. Il a dit, c'est pas mauvais. On a dit, vas-y, puis t'as 2 boîtes à manger, hein, parce qu'il me faut 2 pieds. Et pour Doumé, tout est bon dans la conserve, tant qu'elle donne du corps à ses robots. C'est-à-dire que le personnage, il a l'avantage aussi, c'est qu'il fait vivre la boîte. Parce qu'il y a une expression. Il y a des yeux, il y a des... Donc ça va continuer à vivre. Jusqu'à un moment où, bon, ça sera vendu à un mécène, et puis voilà, quoi. Il le mettra sur son meuble en disant, tiens, j'ai une œuvre de Doumé. Bon, on n'en est pas là. Hein. Avant de faire fortune grâce à ses sculptures, Doumé a choisi de les troquer contre des boîtes de conserve pleines. Donc une boîte, 2, 3, vous avez ramené 4 boîtes, donc vous avez le droit à 5 boîtes. Merci. 5 boîtes customisées par Doumé et son collectif d'artistes. Une fois par an, lui et ses acolytes proposent d'échanger des boîtes de conserve pleines contre leurs boîtes œuvres d'art, au profit des Restos du Cœur. Vous êtes venu avec quoi ce matin? Avec des boîtes de conserve pleines. Et je repars avec des belles boîtes de conserve. C'est l'invitation au voyage d'un côté et puis l'invitation à l'imagination souriante de l'autre. Voilà. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, et les œuvres sont parfois cotées.
Une bonne action contre une bonne affaire, les amateurs d'œuvres originales sont comblés. Et ça permet de faire un geste solidaire et de se payer une petite œuvre d'art. Voilà, tout simplement. C'est sympa, c'est plein de couleurs, c'est vivant, c'est beau. La solidarité. Une solidarité qui fonctionne. Cette année, près de 2000 boîtes de conserve ont été collectées pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. C'est quand même un bonheur intérieur de se dire que bon, on s'amusait à faire du relooking de boîtes et en plus on sait que ça va servir à une bonne cause, ça fait plaisir. Notre bonne vieille boîte comme objet créatif et citoyen, il fallait y penser. 2 siècles après son invention, Nicolas Appert serait sans doute surpris et heureux de voir à quel point la solidarité, ça conserve. En métal, en verre ou en carton, la conserve a décidément plus d'un tour dans sa boîte. De réelle qualité gustative et nutritionnelle. Restent encore les questions que posent les vernis qui tapissent les conserves en métal. Mais pas de quoi, apparemment, mettre fin à la longue histoire d'amour entre les Français et la conserve.